Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info, il est 6h. 6h du matin, l'heure légale des perquisitions. Mais Régis et Denis ne sont pas des policiers comme les autres. Ils n'ont ni le gabarit, ni l'équipement des super flics d'intervention. Pas de nom sur la porte. Pour repérer l'appartement, Régis identifie la plaque de téléphone et localise le logement grâce au compteur d'électricité. Ces enquêteurs ne recherchent ni un dangereux criminel, ni un trafiquant de drogue. C'est un escroc présumé qu'ils viennent arrêter au petit matin. Et ce qui les intéresse, c'est sa comptabilité. Elle est stockée dans 7 valises. Le moindre document, y compris son courrier, est passé au peigne fin. À leur QG, pour confondre le suspect, pas d'empreinte, pas d'ADN, mais un interrogatoire serré. Car ces policiers traquent des délinquants plutôt ingénieux, des spécialistes de l'arnaque financière. Ici, une affaire de détournement d'argent. C'est une drôle de vérité, quoi. Vous retirez de l'argent en espèces, vous avez des comptes où vous prêtez de l'argent à tout le monde, comme ça. Comment ça, prêter de l'argent? Ce matin, vous avez dit que vous prêtez de l'argent pour ça. Genre de comptabilité un peu occulte comme ça, c'est des prénoms ou des noms avec des sommes. Il faudra qu'il s'explique là-dessus. Vous avez passé 24 heures de plus avec nous? 24 heures de plus? Oui, parce que vos explications, ça ne satisfait ni nous, ni la justice. C'est le building qui fait trembler les grands patrons corrompus, les ministres indélicats et les escrocs en tout genre. Contre ces délinquants en col blanc, une seule adresse policière, le 122 rue du Château des Rentiers. 10 étages, 380 flics spécialisés et 6500 affaires traitées chaque année qui mettent en cause des sommes faramineuses. La délinquance financière en France pèse 10 milliards d'euros. C'est 15 fois plus que les vols de voitures. Mais on n'arrête pas les patrons voyous ou les escrocs de haut vol comme de petits malfrats. Voici les méthodes de ces limiers en costume-cravate. Voyage au cœur d'une forteresse au secret bien gardé. Police judiciaire, section financière. La BRDE, l'une des 2 brigades d'élite du 122. Elle ne s'occupe que du gratin de la délinquance financière. Le commissaire Patrice Demolly dirige depuis 2 ans ce service spécialisé dans la lutte contre la corruption. C'est un ancien des renseignements généraux. Ici, pas de flagrant délit. Les enquêtes financières reposent systématiquement sur des preuves écrites et des perquisitions surprises. Première arme favorite de la BRDE, les écoutes téléphoniques enregistrées et stockées sur ordinateur. Christophe. Fastidieux, long et fastidieux, épuisant. Aujourd'hui, les écoutes permettent à Christophe, un enquêteur du service, de savoir avec qui discute un suspect. Tu sais toute la métier que je te porte, il ne faut pas tenter le grief, ce que je vais te dire. Mais le jour où tu vas présenter ça ne fait que passer de patin. C'est des éléments de contexte, des éléments d'ambiance, les écoutes téléphoniques, pour savoir l'environnement d'un individu, qui il fréquente, qui il voit, quelles sont ses relations d'affaires et la nature du business qu'il met en œuvre. Pourquoi tu relances ça maintenant, c'est fini? Tu sais pourquoi? Non, c'est pas fini. Ça fait 15 fois qu'elle appelle pour lui demander 15 000 €. Qu'elle appelle, pardon? Qu'elle appelle, elle n'arrête pas de le harceler, passe-moi 15 000. C'est toutes les limites de l'exercice. Dans les enquêtes financières, les investigations démarrent souvent sur une simple lettre anonyme. On en a reçu une il y a quelques jours, extrêmement bien rédigée, 3 pages dactylographiées avec des couleurs qui dénoncent tout un mécanisme de corruption. Alors, elle est assez amusante au demeurant parce qu'en bas de la page 2, il est mentionné qu'un certain nombre de gens ont des informations à donner. Et il est même écrit qu'il y a un certain Jacques, un gentil garçon qui travaille donc dans cette société, est au courant de tout et il peut vous aider, mais il n'est pour rien là-dedans. Lettres anonymes, plaintes ou dénonciations. La plupart des grandes affaires financières sont bien plus compromettantes que les petites escroqueries. C'est en 1988 que les flics de la financière sortent vraiment de l'ombre, avec un dossier particulièrement sensible.
l'affaire Péchinet. Connaîtra des éclairages nouveaux avec l'audition des dirigeants de Péchinet. Pour la première fois, il frappe au sommet de l'État. Un proche du président de la République, François Mitterrand, est mis en cause. Son ami intime, Roger Patrice Pelat, ce riche industriel, est soupçonné d'avoir gagné de l'argent illégalement en bourse. L'affaire éclabousse le président. Et ce n'est que le début. Une quinzaine d'inspecteurs de la brigade financière emportent plus d'une dizaine d'impressionnants paquets de dossiers. Une saisie ordonnée par les juges d'instruction en charge de plusieurs informations judiciaires sur les déboires du Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais et ses 100 milliards de francs évanouis. Cette fois-ci, la brigade financière malmène la première banque française, son actionnaire de l'époque, l'État, et ses plus prestigieux clients comme l'homme d'affaires Bernard Tapie, devenu ministre de la Ville. Les investigations l'obligent à démissionner. Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, a été mis en examen dans le cadre de l'affaire Elf. C'est sans doute le plus grand scandale de la fin du XXe siècle. Il met en cause un ex-ministre et la première compagnie pétrolière française. Cette fois-ci, la brigade financière traverse la planète jusqu'aux Philippines pour arrêter Alfred Sirvin, le numéro 2 d'Elf. Il aurait détourné avec son patron Loïc Le Floch-Prigent plus d'1 milliard de francs. Une gigantesque entreprise de corruption démontée pièce par pièce. Tous ces dossiers explosifs ont rendu célèbre une nouvelle génération de juges et de policiers qui a décidé que les élites de la nation avaient elles aussi des comptes à rendre. Et ce n'est pas fini. Ce matin, un dossier du même calibre met le commissaire Demolly sous pression. On va marrer tout le monde dans la salle de 501. Oui, là-bas. La salle du fond. Ouais. Ok, d'accord. Tout de suite. Tout de suite. Ah oui, 8h30. Quand je donne des horaires, c'est pas au quart d'heure près. Hein. Sinon, toute la machine est grippée. Hein. Si le chef de la BRDE est tendu, c'est qu'il prépare une opération réglée au millimètre. On va faire attendre tout le monde, il y en a qui partent à... On est toujours en train de nous attendre, Nicolas. Et là, vous me dites, est-ce que je peux prendre mon petit déjeuner? Vous plaisantez? Ce dossier met en cause une enseigne commerciale qui réalise plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout a commencé par une dénonciation. C'est un comptable d'une société. Et ce comptable explique, dans un courrier adressé au parquet de Paris, en y joignant des pièces matérielles, un certain nombre de factures, explique que la société dans laquelle il travaillait a été contraint de surfacturer un certain nombre de prestations au profit d'un client. Il y a un certain nombre de factures, voilà, qui méritent d'être étudiées. À première vue, vous sentez l'affaire sérieuse? Là, le ton est posé, c'est étayé, c'est technique, ça semble cohérent. Dans le collimateur, une richissime famille, propriétaire d'une chaîne de magasins. Elle aurait fait payer à ses fournisseurs ses dépenses personnelles. Et ce sont ces fournisseurs qui vont recevoir la visite surprise des hommes de Patrice Demolly. Aujourd'hui, comme vous le savez, donc opération simultanée de perquisition dans trois sociétés. Le mode opératoire, vous le connaissez, un fournisseur en accord avec son client le surfacture. Le produit de cette surfacturation est ensuite affecté à des travaux personnels dans le château familial de ce client. Il y en aurait pour 2 millions d'euros. Ce système de fausse facture pour payer des travaux dans une résidence privée, Patrice Demolly connaît. Déjà dans l'affaire Elf, Alfred Sirvin, le directeur général, puisait dans les caisses de la compagnie pétrolière pour rénover son château de Touraine. Le patron de la brigade marche sur des œufs. La notoriété de l'enseigne et des hommes d'affaires mis en cause imposent un maximum de précautions. À la moindre fuite, l'enquête serait compromise. Ne perdez pas de vue la notion de sécurité, quand bien même on se trouve dans des locaux de société et qu'on n'est pas dans un environnement hostile. Sécurisez les lieux avant de commencer l'opération de perquisition. Écoutez, merci à tous et haut les cœurs, bonne journée. Non, pas trop après. Patrice Demolly a confié l'enquête à Nicolas, 38 ans, dont 10 à la financière. Il dirigera toute l'opération. Sa cible, le premier fournisseur qui surfacturait la chaîne de magasins. C'est toi? Bon, je me mets à côté de toi alors. Jean-Jacques et Christophe sont les responsables de la deuxième équipe. Leur mission, dénicher des fausses factures chez les deux autres fournisseurs.
Pendant toute l'opération, ils seront en contact permanent avec Nicolas. C'est bon, Jean-Marie ? Pour jouer de l'effet de surprise, les équipes doivent arriver à la même heure dans les bureaux des deux sociétés situées en région parisienne afin d'éviter que les dirigeants se préviennent et fassent disparaître des documents. La personne chez qui on va aujourd'hui, ouais, il a dû récidiver, il l'a fait plusieurs fois. Et il s'est jamais fait attraper? Pour le moment, non. À part par nous. mais ce ne sont pas des infractions qui sont très visibles. En plus, ça n'intéresse pas... les infractions financières n'intéressent pas le public en général parce que c'est pas palpable, ça fait mal à personne. Il n'y a pas de victime physique, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est très visible. Et puis tout le monde sait très bien que bon voilà, le patron qui a construit sa société par beaucoup de travail, avec beaucoup d'heures de boulot le soir tard, au détriment de sa famille, ben, s'il se paye une voiture un peu luxueuse, hein, en tant que voiture de société, il le mérite un peu, c'est sa société. Ou si la société paye les repas au resto le midi ou le soir, bon ben voilà, c'est pas grave. Sauf que si, c'est grave. Parce qu'il y a d'autres actionnaires, parce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient bénéficier de cet argent à titre de salaire ou de participation aux bénéfices, ou juste au point de vue des impôts, des taxes. Et que le patron d'une société qui fait ça, il détourne de l'argent qui devrait aller à tout le monde. Les deux équipes arrivent discrètement sur les lieux. Première étape, elles font le point au téléphone. Vous êtes absolument, on est juste devant la porte, on arrive. Hein. Vous êtes déjà sur place, vous? À tout à l'heure. Bonjour monsieur. Je cherche les responsables de la société. C'est vous là, c'est vous? Non, justement. Vous êtes monsieur. Bonjour. Très bien. Oui, judiciaire de Paris. Mes collègues, m'accompagnant. Oui. Voilà, nous sommes ici pour faire une perquisition. Oui. Le gérant n'est pas particulièrement étonné de cette visite surprise. Donc nous allons avoir besoin de votre présence ainsi que le responsable. Bon, voilà, monsieur. Monsieur, me semble-t-il. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur? Il y a combien de personnes travaillant sur le site? 1, 2, 3, 4, 5, on est 5. D'accord. Vous avez le rez-de-chaussée. Pardon? Le rez-de-chaussée, oui. Il y a quelqu'un dans le bureau du fond? Dans une perquisition financière, Nicolas sait exactement où il faut chercher. Claudie, c'est bon pour les lieux, ils sont sécurisés, ça? Okay. Désormais, plus de coups de fil et interdiction de sortir pour les employés. Alors les archives, c'est une pièce qui est en bas. Vous emmenez, ou si vous voulez, je vous emmène. La recherche d'éléments matériels, c'est de la documentation bancaire, de la documentation comptable, de la documentation de toute nature. Voilà, c'est la preuve ADN des affaires financières, c'est la documentation. Ce ne sont ni les aveux, ni les écoutes téléphoniques ou les conversations, c'est la documentation. En ce qui concerne la comptabilité, monsieur, c'est où? De son côté, la deuxième équipe doit d'abord régler un problème. Le dirigeant est absent. La loi impose aux policiers de le prévenir. Oui, bonjour, commandant Dragneau, de la brigade financière. Nous sommes chez vous pour faire quelques investigations. Et j'aimerais que vous nous rejoigniez très vite, hein, parce que nous avons besoin de vous. Voilà. Vous êtes loin d'ici? Paris, ça fait une petite trotte. Vous en avez pour combien de temps arriver jusqu'ici? Une demi-heure? 1 heure. Alors écoutez, à ce moment-là, ce que je vais vous demander, s'il y a votre employé qui est là, vous allez le nommer verbalement pour qu'il vous représente pour l'instant. Hein, ça, on va pouvoir commencer comme ça nos investigations avec lui. Et puis quand vous arriverez, on vous marquera sur le PV à ce moment-là. On fait comme ça? La seule personne qui peut nous autoriser à faire une perquisition, c'est le gérant. On a donné que le gérant arrive pour aller voir tous les dossiers. Alors, on a vu, sans rien toucher, ce qui nous intéressait. Donc déjà, en fait, les dossiers qui nous intéressent, on a vu sur les tranches du dossier que ça nous intéressait, ça ou ça. Bon. Mais là, on attend que là, on va faire la perquisition en compagnie du gérant. Donc voilà. Ils ont peut-être eu le temps de dissimuler des choses. Non, parce que les pièces qu'on vient chercher sont en comptabilité. Et la comptabilité, ils sont obligés de la garder. Donc même si ce sont des pièces fausses, eux, ils sont obligés de l'avoir dans la comptabilité. Donc à partir de là, ils ne peuvent pas dissimuler les choses qu'ils ont obligatoirement mis en comptabilité. D'accord ? L'homme qui aurait surfacturé les travaux de la superbe résidence est arrivé. Physiquement, monsieur, les factures,
Oui. Là? Non, non, mais attends, non, on fait juste pour... donc, une partie là? Une partie là, et puis après, chez mon comptable. Lui seul sait où se trouvent les documents comptables qui pourraient prouver la fraude. Est-ce que c'est par exercice comptable? Est-ce que c'est par année? Par année, oui. Oui, donc vous avez quoi comme année ici? Ben là, je dois avoir 2003, 2001, 2002, 2003. Ils ont souvent ce genre d'attitude, de la coopération, comme ça Mais quand ils sont conscients que ce qu'ils font est illégal, quand on arrive, en principe, ils savent pourquoi on vient. Et ils savent très bien que ne pas coopérer, ça va leur apporter plus de problèmes et plus d'embêtements avec toutes les administrations qui s'occupent des entreprises, à savoir les impôts, l'URSSAF, et ainsi de suite, que de coopérer. Il y a aussi le principe qu'en nous laissant faire, ils espèrent aussi qu'on trouve moins que ce qu'ils ont réellement fait. Ça fait partie du jeu. 14h, fin de la perquisition. Les enquêteurs ont mis la main sur une série de fausses factures. Reste maintenant à reconstituer le mécanisme de l'arnaque. Et ce sera compliqué, car les fraudeurs sont souvent des virtuoses de la finance. Bon, nous avons 80% des rapports intellectuels. Il ne faut jamais l'oublier. On a affaire à qui? On a affaire à des gens très intelligents, pour ne pas dire super intelligents. Des gens qui sont diplômés. Et donc, il y a un rapport de force cérébrale. C'est surtout ça, en fin de compte, notre travail. C'est ce qui vous plaît? Moi, je crois que quelque part, c'est ce qui me plaît. C'est une émulation. Maintenant. En tout cas, c'est une émulation. Oui, mais ils n'ont pas complètement gagné la première manche. Le fournisseur avait, semble-t-il, prévu la visite de la police. Alors, il n'était pas prévenu, mais... Compte tenu des autres perquisitions... Oui. Il savait que... C'était dans les tuyaux. Il avait entendu parler. D'accord. Voilà. Bon, bon résultat. Pas de souci. Ok. L'autre équipe, celle de Nicolas, n'est toujours pas rentrée. Au bout de 8 heures, et malgré le peu de coopération du patron de l'entreprise, Nicolas et ses collègues sortent eux aussi les bras chargés de pièces à conviction. Franchement, on peut être satisfait du travail accompli. En fait, on a étayé encore un peu plus notre dossier aujourd'hui, au travers de la découverte de factures douteuses. Allô? Ouais, je suis dans le véhicule, la journée de retour au service, on est au bas de la rue de Patel. Le lendemain, Patrice Demolly vient au rapport. L'heure est aux additions. Nicolas a réussi à établir que de grosses sommes ont été détournées. Au début du dossier, on avait des éléments matériels pour environ 2 millions d'euros. Et vous aviez sur certaines factures, il y avait des annotations manuscrites. Tout à fait. Il y a un différentiel, là, en l'occurrence de 100 000 euros, entre les prestations réelles et le montant facturé. Ce que vous avez ici, en l'occurrence, on passe d'une facture de 266 850 à 366 850 au travers d'une surfacturation de 100 000 euros. 100 000 euros, suspectés d'avoir payé les cuisines du château du PDG. Et ce n'est pas tout. Hier, vous avez découvert, lors de l'opération de perquisition, 1 million d'euros de fausses factures. Qui viennent se rajouter. Ouais, à ce jour, on peut estimer le montant des malversations à hauteur de 3,5 millions, 4 millions d'euros à peu près. Bonne pioche. Bravo. Voilà. Bravo. Merci, Nicolas. Mais reste le plus dur, faire avouer au PDG qu'il a bien détourné ces millions d'euros. Mais avant de le convoquer, les policiers veulent bétonner leur dossier pour ne lui laisser aucune chance. À ce jour, il n'a toujours pas été entendu. Mais le 122 n'est pas réservé qu'aux escrocs de haut vol. Changement d'étage, changement de méthode. Les policiers de la BRIF doivent, eux, lutter contre des arnaqueurs en tout genre. Allô? Merci, je vais chercher. C'est l'affaire du jour pour Stéphane. Il est spécialisé dans les faux billets. Ce matin, il a convoqué un témoin pour une toute nouvelle affaire. Je vais passer par là. Monsieur Bailly. Bonjour. Oui, monsieur. T'as rien de plus faire la porte, s'il te plaît? Vous savez pourquoi je vous ai convoqué? Oui. Voilà, donc on a découvert 29 faux billets en 2 mois, dans les 29. Alors, en 3 fois, dans les caisses de la société des Carouges. Dans les caisses de ces autobus touristiques, des faux billets de 50 € ont été échangés contre des vrais.
Un grand classique pour écouler de la fausse monnaie. Alors, pour démêler cette combine, Stéphane convoque un salarié de la société. Pour obtenir des informations, il a choisi de mettre la pression sur ce témoin. Et dans la recette, on a découvert 5 faux billets de 50 €. Donc ce dimanche 18, on n'avait pas vu qu'il y avait des faux billets. Je ne peux pas le savoir, moi j'ai pas encore... Quand vous avez touché les billets, vous avez vu que c'était des faux billets. Ah mais je suis pas formé pour ça. Non mais je suis pas formé pour ça, mais... D'accord. Ça arrive souvent qu'il y ait des faux billets dans les recettes? C'est la première fois moi que ça m'arrive. Bon. Au fil de l'interrogatoire, Stéphane obtient des informations sur 2 chauffeurs qui étaient en service lorsque les faux billets ont été découverts. Par contre, je vous dis, il y a qui, on a entendu l'histoire des faux billets. Donc, on a entendu des choses sur lui qui ne rendaient pas la monnaie au client, et puis voilà quoi. Lequel est le moins clean? Moi je dirais qu'il est plus sérieux. Par ses retards dans le travail quoi. 2 noms de chauffeurs, 2 suspects pour l'enquêteur, mais ça ne suffit pas. Stéphane doit désormais entendre les autres salariés. C'est au tour du second. Lui aussi pourrait être un témoin privilégié de cette arnaque aux faux billets. Sérieux? Toilette? Ouais, on va y aller. Il semble très anxieux à l'idée d'être interrogé. Direct les toilettes, là. Ouais. C'est quand même une appréhension de venir chez vous. Ah, c'est pas souvent d'appréhension, malheureusement, c'est passé souvent. Là, pour une fois... Il y a de l'émotion. Ouais. Stéphane veut lui soutirer des informations sur les 2 salariés suspects. Alors, les questions se font plus directes. Et d'après les auditions de ce matin, il apparaîtrait que 2 chauffeurs ont pu commettre ces transactions de faux billets. Ont pu commettre, je pas dit qu'ils l'avaient fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je ne peux pas. Est-ce que oui, est-ce que non, parce que... Est-ce que sont copains tous les 2? Ça, je ne sais pas. Ah bah oui, vous savez rien. Ça arrive de venir me voir si vous savez rien. Non, je suis désolé. Bah, désolé, mais... Non, je compte l'argent. Moi, je travaille pas là-bas. C'est vous qui travaillez là-bas, c'est pas moi qui travaille là-bas. Je dis, pour patron, je suis comme un chameau. Moi, je regarde seulement l'argent parce que je compte 40 000. Oui, mais d'accord, mais c'est pas votre journée à regarder l'argent. Je ne bois pas café à 40 personnes. Vous voyez bien ce qui se passe quand même. Dans la fausse monnaie, si les billets ne donnent pas d'indice, difficile d'avancer sans quelqu'un qui balance un nom ou une piste. Alors Stéphane, ça a donné quoi? Rien. Un monsieur qui travaille depuis 10 ans dans une société et qui n'entend rien, ne voit rien, ne veut rien savoir. Partant là, c'est le meilleur moyen pour pas avoir d'ennui. Pour essayer d'en savoir plus sur ses chauffeurs, Stéphane dispose d'une arme redoutable, le fichier qui recense les délinquants déjà condamnés. Bonne pioche, l'ordinateur identifie un des suspects. Il est extrêmement connu de la police, il fait de stupéfiants notamment, trafic de stupéfiants. On voit qu'il roule avec un véhicule de forte cylindrée de marque étrangère, alors qu'il est employé il est simplement chauffeur de bus. C'est l'heure du débriefing en présence de Régis Auberti, le chef de la section. Deux solutions, soit on les prend, on leur met la pression, il y en a qui est connu comme le loup blanc pour trafic de câble, ils n'ont rien à branler. Soit on les branche et puis on voit ce que ça donne. Moi je pense que ça sert à rien de s'aller se faire chier avec 15 jours d'écoute sur une histoire comme ça où les mecs ils sont déjà tous au courant. Donc on va récupérer le premier qui était ciblé ce matin, au domicile. Maintenant lui va peut-être te dire... Un nom se détache, le chauffeur déjà condamné pour trafic de drogue. La perquisition est prévue pour le lendemain. 6 h du matin. C'est un quartier facile, vous allez là? C'est pas une cité c'est pas une cité pourrie, mais bon, c'est pas rue pas non plus. Hein. On va jamais dans les beaux quartiers, hein. On va toujours dans les quartiers pourris. Oui, on va chercher des faux billets, en théorie, mais maintenant, on n'est jamais sûr d'en trouver. En arrivant à l'aube, l'équipe menée par Stéphane espère déloger le chauffeur suspect avant son départ au travail. Matraque au poing. Arme prête à servir.
le suspect a déjà un lourd passé. C'est la police, madame, bonjour. Monsieur, il est où? Il est parti chercher sa mère. Il est parti chercher sa mère à l'aéroport. À quelle heure? À quelle heure il est parti? À 5h du matin. 5h du matin? Ouais. Il la ramène où? Chez elle. C'est où chez elle? Dans le 13e. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, des questions à lui poser. Bah, vous pouvez me les poser aussi. Là, vous êtes qui par rapport à lui? Je suis sa fiancée. Fiancé? Et on passe ici après, qu'est-ce qu'il fait? Mais oui, il habite ici, monsieur. Mais après avoir posé sa mère, il revient ici? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Une pièce d'identité. Ouais. Alain. On va faire une petite perquisition, hein? D'accord? Vous avez un papier à montrer Non, j'ai pas de papier. Non, y a pas. C'est que dans les films, ça? Ouais, c'est dans les films. Dans les experts, comme ça. La jeune fille est surprise, mais en matière de fausse monnaie, les policiers du 122 ne plaisantent pas. Perquisition quasi automatique. L'appartement est fouillé dans ses moindres recoins. Mais les flics de la financière ne trouvent rien. Finalement, le chauffeur suspecté arrive. Tu as travaillé au Ouais. D'accord. Il s'est passé quoi? Sincèrement, je vois pas du tout. Tu vois pas du tout? Tutoiement immédiat, c'est limite. Avec les faux monnayeurs présumés, les flics ne prennent pas de gants. Absolument de rien, du tout. On t'a pas dit qu'il y avait des faux billets qui circulaient? Ah, j'ai entendu parler, ouais, des récepteurs, j'ai entendu. Ouais. Voilà. C'est ça, ouais. Donc maintenant, tu viens de nous dire que tu as entendu parler des faux billets. Alors, on veut savoir qui te l'a dit, comment tu l'as su, pour tout savoir, maintenant que tu l'as dit. Okay. Bien sûr, hein. Voilà. C'est la raison pour laquelle tu en as... Si tu as des noms à nous donner, il faut nous donner des noms tout de suite, on va pas tourner autour du pot. Je te la fais à l'envers. Ouais. Si quand tu dis « j'ai entendu parler », moi, on est venu me dire que c'est toi qui fais tourner. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire là? Moi, je n'aime pas les « on ». On, c'est un con. Donc, qui fait tourner les billets? Moi, jusqu'à ce moment, j'ai pas mis en billets, j'ai mis en billets, j'ai tout. Il va falloir que tu m'en donnes un parce que c'est avec toi là. Mais il n'y a pas de souci, parce que moi, je sais ce que j'ai fait. Dis-toi bien que je ne viens pas par hasard. Donc, si je viens, c'est que je sais déjà des choses. Est-ce que tu consens à ce qu'on fasse une perquisition à ton domicile? Bien sûr. Mais pour le chauffeur, tout se complique. Stéphane le met en garde à vue. C'est-à-dire qu'il l'arrête pour 24 heures. Mais avant, il doit perquisitionner sa voiture. Stéphane, t'as pris les clés de sa voiture? Non, elle est là avec toi. On va faire un parking dans la voiture. Gros trou sur là. Alors, l'équipe de France, c'est bon. Refroidissement. Là encore, rien. On y go? Débute alors une course contre la montre. Les policiers n'ont qu'une journée pour trouver des preuves sérieuses, car le chauffeur de bus est présumé innocent. Commence pour Stéphane le type d'interrogatoire le plus difficile, celui où il n'a aucune preuve contre le suspect. T'es chez nous, là. C'est un registre indiquant que tu es chez nous. Hein. Non. Ok. Alors, ton travail, c'est quoi? C'est de promener les touristes dans Paris, c'est ça? Ouais. Bon, alors. Qu'est-ce que c'est particulier à me dire? Ah ouais, les billets. Hein. Ouais, non, j'ai... Tu connais pas les billets? Non. T'as jamais eu? Non, jamais. Qu'est-ce que tu fais là, alors? Qu'est-ce que tu fais là, alors? Qu'est-ce que je fais là? Ouais. Je sais pas, ça vous me le dire là, parce que là... L'objectif de Stéphane, faire avouer le chauffeur. Ça s'est passé le week-end, mars, avril, février-mars. D'accord. Et le week-end, on a dû bosser, évidemment. Comme par hasard, mais oui, mais comme par hasard. Moi, jamais voilà, je ne sais pas qui est-ce qui fait passer les faux billets. C'est pas moi qui fais passer les faux billets. Là, j'ai rien d'autre à dire. Je peux pas m'amuser à dire des noms, à faire du babattage, parce que je peux pas. Voilà. Le chauffeur nie en bloc. Stéphane n'a aucun élément contre lui. À la demande du parquet qui supervise l'enquête, il doit le remettre en liberté. Depuis,
l'enquête n'a pas donné de suite. Plus aucun faux billet n'a été retrouvé dans les caisses des bus touristiques. Je vais donner l'alimentation, comme on dit, aux gardés à vue. Parce que maintenant, le plat chaud, tout ça, on les nourrit, on donne un petit déjeuner, et puis comme ça évite d'aller aussi se casser la nénette, aller chercher des sandwichs à droite, à gauche. C'est pas toujours évident, là au moins, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, et ça après, ce sont nos gardes des trucs qui se chargent de leur faire tout ça. Pour ceux qui passent la nuit en garde à vue, la section financière dispose de 7 cellules. Elle joue un rôle clé dans la mise en condition des suspects. Ces cages vitrées ont accueilli aussi bien de petits escrocs que des grands patrons ou des ministres. Pour eux, c'est un choc, car ils se retrouvent brutalement seuls, coupés de leur confort quotidien. Ce haut dirigeant en a fait les frais il y a 10 ans. Jean-Jacques Prompsy a été le numéro 3 de la Lyonnaise des Eaux, une des plus grosses sociétés françaises. Aux côtés d'Alain Carignon, le maire de Grenoble, il a été condamné dans 2 affaires de financement de partis politiques. Ce notable, habitué à un certain standing, garde un souvenir douloureux de son passage au 122. Donc en garde à vue, on vous met tout nu. Hein, on vous enlève vos lunettes, vos ceintures, vos lacets de chaussures, votre montre, votre livre, enfin... Moi, sans lunettes, je ne pouvais pas lire. Puis après, vous êtes dans une cellule qui fait 4 mètres carrés et la banquette, c'est curieux, n'a pas la largeur de vos épaules. C'est-à-dire que si vous vous allongez, vous avez une omoplate qui sort. Donc, vous ne pouvez pas vous allonger. Vous pouvez vaguement vous asseoir et vous attendez, sans notion du temps, dans une demi-obscurité. Vous attendez le bon vouloir. Tout ça pour bien montrer qui a la puissance et qui ne l'a pas. L'avocat Jean-Pierre Versini est le défenseur attitré de plusieurs VIP passés par le 122 rue du Château des Rentiers. Il explique l'impact de la garde à vue sur ses clients. Ils se plaignent essentiellement de l'hôtellerie, qui est quelque chose d'abominable pour quelqu'un qui a l'habitude de dormir dans un lit confortable tous les jours. Il a les yeux qui lui sortent de la tête. C'est pas le camping, c'est 50 fois pire. Des locaux ont été réaménagés il y a maintenant 3 ans, avec des banquettes individuelles, des cellules individuelles, la capacité de prendre une douche, de se restaurer dans de bonnes conditions. Donc c'est pas l'idéal, tout le monde en est bien conscient. En même temps, on n'est pas obligé d'être couché à même le sol ou dans des conditions dégradantes ou humiliantes. Pourtant, une nuit passée en garde à vue a déstabilisé plus d'un haut dirigeant. Pour Jean-Pierre Versini, c'est la tactique des limiers de la finance. Ils sont là comme des chiens de chasse. Ils ont un objectif, c'est de confondre la personne. Ils sont pas. On va voir si vous êtes coupable ou vous êtes innocent. Non, vous êtes là a priori. Vous êtes suspect quand vous êtes en garde à vue, et donc maintenant vous allez ramer pour nous démontrer que vous ne l'êtes pas. Un certain nombre de dirigeants de sociétés qui sont amenés à répondre à nos questions dans des locaux de police ont une longue expérience professionnelle, des affaires, des situations conflictuelles, des relations difficiles qu'ils sont susceptibles de rencontrer dans le cadre de leurs activités professionnelles. Et croyez-moi, c'est pas d'avoir à répondre 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures qui est susceptible, plus que cela, de les impressionner. Pour ces flics, un suspect en costume-cravate reste un justiciable comme un autre, et un chef d'entreprise, un délinquant potentiel. Comme dans cette faillite qui secoue Hénin-Beaumont, une petite ville industrielle du Nord. L'usine Énergie-Plast, spécialisée dans les panneaux solaires, a fermé ses portes en laissant 200 ouvriers sur le carreau. Elle est occupée depuis 10 semaines par les salariés. Une catastrophe industrielle. 412 familles qui vont se retrouver sans travail. Moi, je sais pas, mais il faut que la justice, elle arrête ces personnages. Au départ, cette usine appartenait au bagagiste Samsonite. Le groupe mondial s'en est débarrassé en la revendant à la petite société Énergie-Plast. Mais toute l'activité a cessé quelques mois plus tard. Une faillite douteuse qui intrigue la justice et révolte les salariés. C'est dommage parce qu'on adorait ce travail. Ouais. On a fait des heures, on a tout fait. Mais vraiment, ils ont fraudé, c'est vraiment des voyous. C'est des gros voyous.
Voilà ce qui nous est arrivé. On s'est fait bien blouser. Ça a été bien monté, Harry Caramel. Ouais. Salopard. C'est bien monté. Ah, plus de mots. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que l'enquête, elle voit, puis qu'ils payent. Et que tous ceux qui sont en tort, ils payent. Parce que, quelque part, nous, on est absolument pour rien. Les salariés ont alerté la justice, toujours très attentive aux affaires de patrons voyous. Le procureur de Paris a confié ce dossier au service le plus prestigieux du 122, la brigade financière. Son chef, Thomas de Ricolfi, 40 ans, est rompu au dossier chaud. À son tableau de chasse, par exemple, la fameuse affaire Elf. À Hénin-Beaumont, il suspecte des détournements d'argent. 3 millions d'euros se seraient envolés. Une partie de la trésorerie de l'usine. Il sait qu'il doit agir vite. Tous les dossiers sont urgents, mais celui-ci, effectivement, a une urgence particulière, puisqu'on a un site industriel sur lequel se trouvent à peu près plus d'une centaine de personnes qui vont se retrouver, qui se retrouvent sans emploi. Donc il s'agit d'intervenir très rapidement à chaud dans ce type de dossier. Véronique et Rodolphe, qui sont chargés de l'enquête, doivent démontrer que la faillite est vraiment frauduleuse. Les présumés patrons voyous ont disparu depuis longtemps, mais il reste peut-être des preuves et surtout des témoins. Direction Hénin-Beaumont, siège d'Energiplast. On a une audition prévue cet après-midi à 16h. Donc on a convoqué une personne qui va venir au commissariat et qu'on va entendre sur place au commissariat. Dans cette affaire, la brigade financière n'arrive pas en terrain hostile. Comme les salariés se considèrent lésés dans l'histoire, en fait, ils ne seront pas mécontents qu'on fasse une enquête sur le dirigeant qui les a lésés, le ou les dirigeants qui les ont lésés dans cette affaire. L'affaire est complexe. Voilà pourquoi, dans le Nord, le procureur a saisi la brigade financière à Paris. Véronique et Rodolphe se sont déplacés avec leurs adjoints. Tout va se jouer au 2e étage du commissariat local. L'homme clé du dossier, c'est le comptable. Il n'a rien à se reprocher et il accepte de coopérer. C'est la première fois que vous êtes entendu comme ça? Oui. Et quelle impression ça... Serein. C'est témoin, c'est pas en cause. Oui. Véronique concentre l'interrogatoire sur les 2 éléments suspects du dossier. Les transferts d'argent vers le paradis fiscal du Luxembourg et le train de vie fastueux du patron. Pendant ce temps, 2 enquêteurs se chargent de baliser le terrain en vue des opérations du lendemain. Là, on va repérer un peu les lieux de la perquisition de demain, voir la physionomie et puis voilà, c'est bon. Le trajet effectivement à emprunter pour y aller. Voilà. Là, nous y sommes apparemment, on va faire un premier passage. Donc effectivement, il y a toujours... Ah oui. Et c'est effectivement une occupation... Paisible. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Le jour J, pas question de se perdre dans les dédales de l'usine et surtout éviter que des documents compromettants ne disparaissent dès leur arrivée. Je pense que ça sera bien, l'accès est libre, on n'a pas de problème de clé toujours. Donc je pense que ça se passera bien. Il est 19h au commissariat d'Hénin-Beaumont. Le comptable a longuement répondu aux questions et confirmé les transferts d'argent au Luxembourg. Je signe dans chaque page. Vous signez une signature complète au bas de chaque page. Pratiquement 3h30 d'audition, c'est pas évident. Mais j'espère avoir amené un maximum d'éléments que la brigade financière attendait. Cerise sur le gâteau, les policiers se font même expliquer comment accéder au service comptabilité de l'usine. Vous passez le long de ce bâtiment, et là il y a une façade. Et la compta est juste en contrebas en façade. La brigade financière a désormais en sa possession un témoignage et des informations solides. La perquisition de l'usine est prévue le lendemain matin. Mais à Paris, au 122, Thomas de Ricolfi a d'autres dossiers à gérer. En tout, plus d'une centaine. De préparation la semaine prochaine, donc j'imprime mon document. Ça s'arrête jamais, hein. C'est comme la bourse. C'est comme Wall Street, Nikkei, le CAC 40.
Une place ferme, une autre place s'ouvre. Donc les affaires, c'est comme ça ne s'arrête jamais non plus. Une fois par semaine, il fait le point sur ses dossiers lors de la réunion des chefs. Dans le bureau du directeur de la police financière, Patrick Effner. C'est l'un des hommes les mieux informés de Paris sur les affaires politico-financières. Chaque vendredi, les chefs de service du 122 se retrouvent dans cette salle pour un tour de table hautement confidentiel. On y prépare les perquisitions et les gardes à vue de la semaine à venir. Rien ne doit filtrer. Bon, eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le chef de l'ABF. Oui, Patrick, alors pour la semaine prochaine. Thomas de Ricolfi doit avoir en mémoire tous ses dossiers et les moindres détails de leur montage financier, car son patron veut tout savoir. C'est pas très fréquent, un expert comptable. Avec leur costume bien coupé, les commissaires du 122 ont parfois l'air de cadres supérieurs sortis de grandes entreprises. Comme ils sont aussi policiers, ils doivent s'entraîner à tirer. Et là, c'est une autre paire de manches. Oui, bien sûr. Un exercice obligatoire dans le sous-sol d'un commissariat parisien. Plus habitués à manier la calculette que la gâchette, les hommes de la brigade financière ne sont pas des fans du gilet pare-balles. Non, moi pour les perquisitions, je ne le mets pas. Il faut avoir de la souplesse pour aller chercher les dossiers au fond des tiroirs ou dans les coffres. Donc là, je ne suis pas très souple pour aller bien fouiller dans les perquisitions. Donc je ne le mets pas. Costume cravate, comme ça on se fond mieux dans la foule des visiteurs d'une banque ou d'une société. On passe plus inaperçu. Tireur, préparez-vous. Allez. Clac. C'est l'heure du bilan. C'est pas mal. Non, c'est moyen. C'est moyen. Un meilleur tir serait plus groupé et serait avec un meilleur résultat, quoi. 20, 25, 30. Et il a fait un résultat qui est perfectible. On peut faire mieux, comme toujours. Il faut toujours s'améliorer. Ça veut dire que vous allez revenir vous entraîner? Eh oui. Ces gilets ne resserviront pas d'aussitôt. Seules 3 séances de tir sont obligatoires chaque année. Vous êtes souvent servi de votre arme? Jamais. Et est-ce que vous pensez que ça pourra vous arriver dans l'avenir compte tenu des dossiers que vous faites? C'est vrai qu'on n'a pas vocation vraiment à s'en servir en matière financière, mais comme on peut être amené à intervenir sur n'importe quel type d'affaires, donc il faut toujours savoir manier son arme. J'espère ne jamais avoir à m'en servir. Et pour cause, Thomas de Ricolfi traque des délinquants souvent bien élevés et rarement armés. Retour à Hénin-Beaumont. La brigade financière poursuit les patrons voyous qui mènent grand train, mais ces équipes doivent dormir dans des hôtels modestes. Cette nuit, nos policiers l'ont passé dans un établissement 1 étoile, situé au bord de l'autoroute. C'est aujourd'hui que se joue une bonne partie de leur enquête. Ils doivent impérativement trouver les documents qui prouveront les détournements d'argent dénoncés par les syndicalistes. Il est 9 h et les policiers ne sont pas vraiment attendus. Le directeur de l'usine, c'est cet homme en costume cravate. Il est un peu débordé, mais n'oppose aucune résistance. Vous expliquez la brigade financière? Oui, mais je m'attends. Vous expliquez J'ai un souci, j'ai le commissaire priseur en même temps. Vous êtes pouvoir dans le bureau? Oui, ils sont dans mon bureau. Vous pouvez me sortir l'état de la liste du matériel? Mais le matériel tout de suite, là, parce qu'ils veulent commencer par ça. Je vous l'ai envoyé par mail. Hein. Vous l'avez par mail. Hier, je vous ai envoyé tout ça. A priori, le directeur ne fait pas partie de la liste des suspects, car il a été nommé il y a à peine 6 mois.
J'ai 57 ans, c'est la première fois que je suis confronté à cette situation où la brigade financière vient interviewer les gens qui ont travaillé et vient chercher des documents. C'est la première fois, donc j'ai pas d'expérience, ça m'étonne. Normalement, dans une entreprise, ça fait pas partie de la vie courante d'une entreprise. À partir de cet instant, les policiers peuvent fouiller partout, dans les placards, les ordinateurs, et saisir tous les documents financiers. Pour les salariés qui occupent l'usine, l'arrivée de la brigade financière est un vrai soulagement. La police, ça reflète la loi. J'espère que ça va porter ses fruits et puis que ces gens, ces malfrats vont finir en prison. Depuis ce matin, les enquêteurs épluchent chaque dossier. Ils ont saisi la comptabilité, des dizaines de classeurs. Puis, en fin de perquisition, ils mettent sous scellé tous les documents. C'est avec ces bâtons de cire que les pièces à conviction vont être protégées. La méthode n'a pas changé depuis plusieurs siècles. Donc on met une ficelle, on met un cachet de cire, on met de la cire, on appose une Marianne, et comme ça on est sûr que le document, qu'il n'y a aucun élément qui va pouvoir être ajouté ou enlevé du document. Donc voilà, donc c'est dans un gage de sûreté, de protection en fait des documents saisis. Au niveau comptable, je ne pense pas qu'on aurait pu trouver plus de pièces. On en a trouvé. Et on a les preuves, enfin on a les traces de ces mouvements. Il est 17 h. L'équipe de la brigade financière a recensé toutes les informations utiles pour confondre le patron voyou sans rencontrer dans l'usine la moindre résistance. Ils ont aussi longuement interrogé le directeur comme témoin. Une opération type où l'on ne cherche pas tant des suspects que des preuves pour les confondre. La journée n'est pas encore terminée. 3 longues heures de route attendent les policiers. Retour au 122. Dans le coffre de leur voiture, des centaines de documents bancaires. Les enquêteurs ont trouvé ce qu'ils cherchaient depuis le début. La preuve que l'argent nécessaire à la survie de l'usine a été détourné vers le Luxembourg. Une fraude qui aurait rapporté 3 millions d'euros au présumé patron voyou et coûté leur emploi aux 200 salariés d'Hénin-Beaumont. Premier réflexe en pénétrant dans leur bureau, mettre sous clé le résultat de la perquisition. Allez hop, laissez à l'abri pour la nuit. Car les dossiers financiers sont parfois si compromettants qu'ils disparaissent. C'est ce qui est arrivé au cœur même du 122 rue du Château des Rentiers. Depuis, tous les bureaux sont équipés d'armoires fortes. C'est la prudence même, compte tenu à la fois du caractère sensible de nos procédures et des précédents, à savoir des vols de scellés dans les locaux de la brigade financière au moment du dossier Elf. À l'époque, on n'avait pas d'armoire forte. Aujourd'hui, on en a. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Des dossiers qui disparaissent au cœur du 122, preuve s'il en est que la brigade financière travaille sur des affaires hautement sensibles. Entre cette police et les délinquants en col blanc, c'est l'état de guerre. 8 h du matin dans un quartier chic de Paris. C'est au pas de charge que l'équipe de la brigade financière poursuit ses investigations sur le patron d'Énergie Plast suspecté de détournement d'argent. Elle perquisitionne chez lui, dans un immeuble cossu du 16e arrondissement. L'homme qui aurait subtilisé 3 millions d'euros pour les transférer au Luxembourg et laisser sur le carreau 200 salariés, c'est lui. Il a déjà été mis en examen. Il aurait détourné plusieurs dizaines de millions d'euros il y a 10 ans. Lors de la perquisition, les policiers ont mis la main sur la pièce maîtresse, l'ordinateur portable du repreneur de l'usine. Son contenu va les emmener sur une autre piste, plus grave encore. Et parfois, il y a des dossiers qui ont l'air tout à fait dossiers classiques, et puis une investigation, une perquisition, l'exploitation d'un élément totalement anodin peut nous amener sur un dossier totalement différent. L'ordinateur portable du patron d'Énergie Plast, une vraie mine d'informations. En plus des détournements d'argent au Luxembourg, les policiers ont trouvé les preuves d'un éventuel trafic sur de faux bons du Trésor américain. Une arnaque de plusieurs millions de dollars.
Cette fois-ci, plus d'échappatoire. Le patron a été placé en détention provisoire durant plusieurs semaines. Aujourd'hui, les flics financiers ne sont peut-être pas aussi connus que leurs collègues du 36 quai des Orfèvres. Mais ils ont réussi à transformer une adresse anonyme, le 122 rue du Château des Rentiers, en un lieu redoutable pour le monde des affaires. Ceux qui détiennent le pouvoir savent qu'il est préférable de ne jamais fréquenter ce building.